Bonjour à toutes et à tous, la Belgique se relance, met à l'honneur la province de Namur. Toute la semaine, quel que soit votre domaine d'activité, nous vous recevons pour échanger sur votre gestion de la crise, toute l'agilité dont vous avez fait preuve depuis 2 ans et surtout votre vision, votre ambition pour la Belgique de demain. Focus sur la transition écologique de la province de Namur aujourd'hui, avec nos invités, avec un accord de gouvernement sur lequel on va revenir d'ailleurs, qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. Jean-Noël Tillemans, vous nous avez accueillis chez vous, tout près de Marche-en-Famenne. Vous dirigez l'entreprise qui porte votre nom, l'entreprise familiale. Merci d'être là sur ce plateau. Patrick Poulain, vous en êtes à votre 3e vie, si j'ai bien compris, 30 ans salarié. Vous avez lancé Freemove pour vendre des moyens de transport doux. On va en parler dans quelques instants. Merci d'être là. Gauthier Keugen, on dit Keugen, je ne dis pas le T. C'est ça, secrétaire général ICEDD, l'Institut de conseil et d'études en développement durable. Merci d'être là, tout un programme. Sylvio Ben, tout simplement, j'aime quand les noms sont comme ça, administrateur de la société Énergie et Rénovation. Et on aura en Skype tout à l'heure Jacques Frépon, consultant guichet Énergie Wallonie. Il va un peu nous aider à bien agir au quotidien. On en a bien besoin pour l'instant au niveau énergie en tout cas. Alors, on attaque ce plateau avec vous, Jean-Noël, par exemple. On fait un petit tour pour revenir sur cette période de mars 2020 où tout nous tombe dessus. On a découvert votre portrait lundi dans l'émission. Mais il se passe quoi dans votre esprit en mars 2020 quand la crise arrive ? En mars 2020, je me suis senti très serein. À la fois parce que le calme est tombé. Sur la Belgique, sur le monde. Le monde a vécu au ralenti. Ouais. Et c'est un ralenti qui a fait du bien, quelque part. Ok, il y avait de l'anxiété, il y avait de l'incertitude. Mais en même temps, moi, je me sentais très, très bien encadré par les pouvoirs publics. Okay. J'ai trouvé que nos responsables politiques prenaient les bonnes décisions au bon moment et qu'ils ont très bien agi. Je me souviens de cette merveilleuse... C'est rare d'entendre ça. La première ministre, elle était merveilleuse. On se sentait bien, on se sentait maternelle. Mais au-delà de sa personnalité, moi j'ai trouvé que les bonnes mesures étaient prises. Okay. Et que s'il y a eu quelques couacs, c'était inévitable. En tout cas, j'aurais fait beaucoup moins bien. Okay. Donc je me suis senti plutôt bien. Excellent. Patrick ? Dans quel état vous êtes en mars 2020 ? Je dois parler de mon activité. En mars 2020, je ne l'ai pas très bien prise, la fermeture de mon commerce. Il faut savoir que j'ai ouvert ce commerce 3 mois auparavant. Oui. C'était une toute nouvelle aventure pour moi. C'était me lancer comme entrepreneur, avec une petite boutique dédiée à la micromobilité, on en parlera. Oui. Mars 2020, alors que les choses commençaient tout doucement à se lancer, je suis obligé de fermer ma boutique et on ne sait pas trop pour combien de temps. Oui. Là, je me suis posé pas mal de questions. Maintenant, mars 2020, c'était le 18 mars d'ailleurs, je m'en souviens très bien. Le beau temps arrive. On se dit, il y a d'autres choses à faire. On peut en profiter pour aller se promener, pour profiter d'une autre manière. Mais voilà, pour mon activité que je venais de lancer, ça m'a posé énormément de questions. Je ne savais pas du tout où ça allait me mener. Allez, Gauthier, l'Institut de conseil et d'études en développement durable, il fait quoi en mars 2020 ? Alors moi j'ai d'abord vu rouge, effectivement. Les premiers instants c'était vraiment avant que les premières mesures et qu'on voit un peu vers quoi on allait. Alors après, assez vite, on s'est rendu compte que numériquement, en termes de dématérialisation, on était prêts. Et en gros, si je caricature un peu, nous, les collaborateurs, ils ont pu prendre leur ordinateur portable, ils sont allés à la maison, ils se sont reconnectés et ils ont pu continuer à travailler. Alors après, leurs réunions et les interactions humaines étaient remplacées par un écran et par ce qu'on connaît. Mais ça, on était prêts. Alors très vite derrière, quand les choses... la situation, on a un peu commencé à voir comment ça allait se mettre en place. Moi, mon inquiétude était du côté des clients, en fait. On a beaucoup de clients publics, comme on en parlera aussi sans doute tout à l'heure. Et moi, je me suis tout de suite posé la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir continuer à présenter nos travaux, à les faire valider, à introduire nos factures, à ce que nos factures soient validées, puissent être payées, que les appels d'offres publics, qu'on puisse continuer à sortir. Oui, tout s'arrêtait. Et qu'effectivement, la pompe puisse continuer à tourner en termes de business. Voilà, les nouvelles ont plutôt été bonnes. Moi, ce qui m'a, après, je trouve qui est vraiment très frappant, c'est le côté humain. Donc, pour ce qui concerne vraiment les collaborateurs, ils se sont retrouvés à la maison. Ceux qui avaient des enfants, ça a été beaucoup plus difficile que pour... C'est une équipe de combien ? Une trentaine de personnes. Des enfants en bas âge, parfois. Et là, nous, on est une entreprise, on a un projet
d'entreprise, une espèce d'entrepreneuriat alternatif, je dirais ça comme terme, on y reviendra aussi. Oui. Et on a des collaborateurs qui sont très impliqués. D'ailleurs, en fait, j'ai été très étonné, mais notre productivité en fait, a augmenté. Et donc, ils ont eu beaucoup de pression. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui va laisser un petit peu un passif. Et on a vu, on a des dégâts à différents niveaux. Et je pense qu'après maintenant pratiquement 2 ans, on l'évoquait en discutant avant, pratiquement 2 ans de cette privation de relations sociales, je pense que, moi je ne suis pas psy, mais on capitalise un espèce de passif relationnel et je crois que ça, je pense que ça c'est quelque chose qui va avoir une traînée dans le temps. Oui. Silvio, à votre niveau, comment ça s'est passé cette crise ? Dans notre secteur, ça s'est quand même plus ou moins bien passé parce que nous travaillons à l'extérieur. Donc finalement, on a pu continuer à travailler. Okay. Il a fallu un petit peu s'habituer plutôt par rapport au contact avec les clients, les nouveaux clients, désireux d'avoir donc des informations sur une nouvelle installation. Donc là, au niveau isolation, au niveau énergie ? Oui, au niveau énergie, mais nous plus spécifiquement au niveau panneaux solaires photovoltaïques, donc production d'électricité. La demande a augmenté ? Considérablement, effectivement. Donc la demande a considérablement augmenté, mais j'ai dû plutôt m'adapter au niveau du contact clientèle. Donc là, on a commencé à faire des visios. Voilà, donc à distance, en guise de premier contact. Au moins, comme ça permet aux clients, parce que c'est ce que je fais toujours aujourd'hui, d'avoir déjà une idée de budget, de voir les produits, de voir un petit peu si les produits que je propose l'intéressent. Et puis alors, il y a une phase numéro 2 pour ceux qui le souhaitent. Donc là, ils reçoivent une offre par mail, ils regardent tout ça leur aise, et ensuite ils reviennent vers moi pour l'étape 2, donc la visite technique sur place, qui est inévitable, évidemment, il faut aller voir. Bien sûr. Mais est-ce que vous diriez que cette crise, elle a quand même elle a donné du temps, d'abord aux gens, qui normalement en ont peu, ils avaient le temps, ils étaient chez eux, le temps pour réfléchir, le temps pour peut-être prendre des décisions qu'ils n'avaient pas le temps de prendre auparavant. Donc là, ça a favorisé une réflexion pour mieux isoler sa maison, changer leur gestion, leur consommation peut-être ? Tout à fait. C'était des choses qui étaient sur la table depuis longtemps pour beaucoup de ménages, en fait. Et j'ai vraiment remarqué exactement comme vous dites. Donc, tous ces dossiers qui étaient sur la table, en attente, parce que la vie d'aujourd'hui, tout le monde court. Et on n'a plus beaucoup de temps pour toutes ces choses-là qui sont quand même importantes. Donc là, les gens ont ressorti ces dossiers et se sont dit, c'est le moment d'y penser. Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer notre situation énergétique de notre bâtiment ? Parce que l'énergie coûte cher, parce que ça apporte aussi en plus un confort quand même chez soi. Et tout ça, c'est ressorti. Oui, je l'ai vraiment ressenti. Oui. Jean-Noël, on est venu tourner et on a diffusé des images lundi de votre société. Vous proposez des médicaments et des compléments alimentaires à base de plantes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Vous, cette réflexion pour une transition écologique, vous l'aviez commencé bien avant cette crise ? Oui. Le métier d'un dirigeant d'entreprise, c'est de prévoir à long terme, et puis d'avoir une vision à long terme aussi. Et Al Gore nous avait prévenu, le réchauffement climatique, il est une réalité depuis le début des années 2000. On sait que c'est une menace, et on a entrepris quand même de nous positionner. Mais au début, on n'entendait pas ça. Enfin, on l'entendait, mais on n'en faisait rien. Nous non plus. On a longtemps eu de bonnes intentions sans les mettre en pratique, ou en tout cas pas autant que j'aurais voulu, qu'il aurait fallu. On est tous d'accord là-dessus ? C'est qu'on avait tous de bonnes intentions, on était tous tournés vers, mais de là à le concrétiser, ça traînait ? Je pense que oui. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Il y a une forte inertie, je pense. Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui vous fait franchir le pas ? Vous dire là maintenant, on va mettre un plan en place. Alors, progressivement, au fur et à mesure que les conséquences du réchauffement climatique se font sentir, se font voir, typiquement les inondations de juillet, toute l'année 2021, progressivement, c'est devenu un sujet beaucoup plus actuel. Et le vrai déclic qui s'est fait, dans ma tête, on va dire, au moment de la COP26, en novembre, mi-novembre, je me suis dit, là, terminé. Jusque maintenant, j'ai voyagé en avion, c'est fini, je ne le ferai plus. Je ne prendrai plus l'avion. J'ai commandé une voiture électrique, je suis venu en voiture électrique. On avait l'intention de placer un maximum de panneaux photovoltaïques, de mettre des éoliennes chez nous.
dans le but d'être en 2030 autonome en énergie, en électricité. Là, on a un nouvel objectif, c'est d'être à la neutralité carbone en 2027. C'est beaucoup plus tôt, mais j'ai pris conscience de l'urgence. Donc, il ne faut pas traîner. Et tous les moyens qu'on peut engager dans cette voie-là, il faut le faire à titre personnel et à titre de dirigeant d'entreprise. C'est intéressant et vous êtes un bon ambassadeur pour cette cause. On réagit peut-être en plateau à ce que dit Jean-Noël ? Donc ici, on parle d'une société qui investit. Franchement, félicitations, parce qu'effectivement, il est temps de réagir. Maintenant, le particulier aussi, on a besoin en fait que le particulier agisse aussi, investisse. Donc là, comment est-ce qu'on pourrait faire ? Je mets un point d'interrogation pour que même les ménages qui n'ont pas forcément ou qui pensent ne pas avoir forcément les moyens d'investir dans les économies d'énergie puissent le faire malgré tout, être aidés. Parce que aujourd'hui, par exemple, en Wallonie, il n'y a plus d'incitants financiers, il n'y a plus de primes, il n'y a plus de certificats verts, mais c'est pas pour ça évidemment qu'il faut s'arrêter, il faut continuer à aller dans cette voie-là, quoi. Donc je crois qu'il faudrait surtout informer encore plus le particulier, parce que je constate quand même, je pense, une erreur dans la tête de certaines personnes de se dire « je pense que je n'ai pas les moyens de m'offrir une installation photovoltaïque ». Donc ça, c'est complètement faux. Celui qui maintenant va prendre ses renseignements, qui va tout regarder, en fait, tout le monde a les moyens d'investir dans une installation photovoltaïque. Parce que aujourd'hui, on paye nos factures d'électricité qui sont, on le constate tous, de plus en plus élevées. Mmh. Donc, à partir du moment où on investit dans une installation, on réduit nos factures d'électricité. Après, il suffit de faire appel à une banque pour nous aider. Oui, les gens pensent au coût, à l'investissement de départ. Voilà, c'est ça. Mais donc, il y a des solutions qui permettent justement de, malgré tout, de réaliser ces investissements. Mm-hmm. Que ce soit panneaux solaires, que ce soit isolation. Oui, voilà. Intéressant. Patrick, vous m'avez dit en préparant cette émission, j'apporte ma pierre à l'édifice. Avec la création de ce magasin. C'était un petit peu mon objectif, effectivement. C'était tant qu'à faire d'entreprendre dans quelque chose. Je n'avais pas d'idée très claire au départ, mais une chose qui était claire, c'est que j'avais envie de contribuer justement à cette transition écologique, énergétique. Vous avez été 30 ans employé ? Oui. Pas du tout dans ce domaine-là ? Non, j'étais dans le domaine du bâtiment, j'étais délégué commercial. D'accord. J'étais sur les routes toute la journée, j'ai fait énormément de kilomètres pendant 30 ans. Et je me suis rendu compte des difficultés croissantes à se déplacer d'une manière générale, et particulièrement en milieu urbain. Mm-hmm. Et si mon objectif en développant la micromobilité, c'est-à-dire trottinette électrique, petits engins de mobilité pratique pour la ville, si mon objectif à moi était plutôt la vision écologique des choses, je me rends compte que ceux qui viennent dans mon magasin, et pour rejoindre ce que tu disais, eux, on voit plutôt l'aspect pratique, parce qu'il est beaucoup plus pratique dans les villes, et surtout à certaines heures, de se déplacer en trottinette électrique qu'en voiture, mais aussi les économies qu'ils vont pouvoir faire grâce à des moyens de déplacement bien plus économiques qu'une voiture pour se déplacer sur quelques kilomètres. C'est ça. Alors si cette crise vous a pénalisé au départ, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle va pouvoir accélérer les choses après ? Clairement, voilà, on a parlé du premier confinement tout à l'heure. Lorsque j'ai pu rouvrir mon commerce, là j'ai eu la bonne surprise de constater que c'est parti très très vite et j'ai eu énormément de demandes. D'ailleurs, j'ai clôturé la première année au-delà de l'objectif le plus optimiste que je m'étais fixé. Oui, c'est ça. Donc voilà, la demande est là. Mais si même les gens ne sont pas axés, c'est tout le monde, mais de plus en plus il y a une prise de conscience, mais ceux qui n'ont pas nécessairement cette prise de conscience comme priorité, on peut attaquer, entre guillemets, par d'autres aspects, sous d'autres angles, à savoir le côté pratique et le côté économique. Et là, ça parle à la majorité des gens. On peut attaquer le problème... On peut attaquer, sensibiliser en tout cas les gens, pas uniquement sur le côté écologique, mais de la même manière que si on met des photovoltaïques, on isole son bâtiment, on va avoir plus de confort. Ça, c'est un élément. Voilà, il y a le côté économique, il y a le côté confort. Côté confort pour se déplacer, c'est de pouvoir se déplacer de manière plus rapide, plus facile qu'en voiture, sans compter les problèmes de parking. Voilà, et je me rends compte que les gens qui viennent dans ma boutique sont vraiment en recherche de solutions, avec à la clé le côté écologique qui vient effectivement se greffer et qui vient mettre la cerise sur le gâteau, je vais dire. Excellent. Gauthier, quelle est la mission de l'Institut, précisément ?
Donc oui, j'avais envie de réagir à ce qui est en train d'être dit. C'est vrai que nous, notre travail, c'est d'accompagner les pouvoirs publics et les entreprises privées vers la transition, vers plus de durabilité. Plutôt que d'entrer dans des considérations techniques, j'ai envie plutôt de... moi, je vois deux types d'interventions, en tout cas dans ce que nous, on propose, deux types d'accompagnement. Il y a un accompagnement qui est plutôt dans une logique d'amélioration continue, donc on voit ce qu'on peut faire, on voit comment on peut progresser vers plus de durabilité, vers peut-être certaines sobriétés et donc des améliorations qui se font en saisissant aussi les opportunités qui se présentent à nous. Ça, c'est un aspect des choses. J'ai des exemples comme nous, on fait de la formation de responsables, de référents techniques chez les clients au niveau énergie, par exemple. On rédige des plans de mobilité, comme on le partageait aussi tout à l'heure, pour des entreprises ou des communes. Et donc ça, c'est un type d'intervention. On est dans l'amélioration, je vais dire, de type continu. Et puis, on a un autre type d'accompagnement qui est plutôt dans l'anticipation. Donc là, on se projette plutôt à moyen et long terme. Et je crois que c'est mieux de prendre un exemple. Donc, on est ici en province de Namur, si j'ai bien compris cette émission cette semaine. Nous avons eu la chance de pouvoir réfléchir avec la ville de Namur à un projet d'adaptation au changement climatique. C'est quoi? Donc l'adaptation au changement climatique, on a vu cet été les dramatiques événements des inondations. Donc les changements climatiques sont en cours, leurs conséquences sont déjà présentes. Et l'adaptation, c'est anticiper. Donc c'est essayer de voir quels sont les événements qui peuvent se produire et comment est-ce que je peux préparer le territoire, ici en l'occurrence le territoire de la ville de Namur, à être plus résilient face à ces changements. Alors on a toute une série de domaines. On a effectivement la question des inondations, on a la question de la qualité de l'air, on a la question de l'agriculture. Donc ce sont tous des domaines. On a la question des vagues de chaleur. Et vous émettez des recommandations, des notes, ou vous agissez concrètement? Alors, donc nous, on est on est un bureau d'études, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans le conseil, et on va réfléchir à quelles sont les mesures qui ont été, qui se sont produites en fait. Quels sont les événements qui se sont produits, quelles sont les mesures qu'on peut imaginer pour corriger, en tout cas pour tenir compte de ça, et faire en sorte que l'impact soit moins important, moins significatif. Et un élément vraiment très très important auquel on est fort attaché, c'est l'aspect socio-économique, c'est-à-dire qu'on a pu faire des travaux de quantification. Donc souvent on a entendu parler dans les inondations que certaines populations plus précarisées étaient plus soumises en fait à ces problématiques. On a pu sur le territoire de Namur très concrètement le quantifier en croisant, notamment avec des données qui sont cartographiées. On peut localiser et donc avoir un exemple très très concret. D'ailleurs, je pense que c'était un peu dans l'actualité aussi la semaine dernière. Le plantage de haies, donc le fait de refaire des remembrements au niveau... Pourquoi? Parce que donc par rapport à la question des inondations, pas dans les débordements de rivières comme on l'a entendu, mais plutôt sur les aspects de ruissellement. Donc on a des éboulements de terrain, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Planter de la végétation, c'est stabiliser le sol. Et là, on a eu des surprises vraiment géniales parce qu'on a pu croiser un autre travail qu'on avait fait sur le maillage écologique et voir que, en fait, planter des haies, ça permettait de refaire des liaisons écologiques qui étaient absentes et en même temps, ça résout un autre problème qui est la question de l'érosion et des éboulements qui peuvent subir suite à des ruissellements. Voilà un exemple concret de mesures qu'on peut proposer. Allez, on avance dans cette émission. On va faire une petite pause. Juste après, on a Jacques Frépon, qui est consultant guichet énergie Wallonie-Namur, qui va nous aiguiller aussi sur des conseils au quotidien. Restez bien avec nous. À tout de suite, juste après la pub. La Belgique se relance. Nous sommes en province de Namur. Toute cette semaine, on parle de transition écologique. Aujourd'hui, on ne va pas couper à cet extrait de l'accord du gouvernement, justement, sur la hausse des coûts de l'énergie. On regarde ce reportage d'Anthony Robert-Froid et de Romuald de la Mortée. C'était hier. On y va. Pour contrer la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement s'est mis d'accord sur plusieurs mesures afin d'alléger vos factures. Tout d'abord, une prime chauffage de 100 €. Elle s'appliquera à tous les ménages, peu importe leurs revenus, et aucune démarche n'est nécessaire. La réduction sera directement appliquée sur votre facture d'électricité. La prime de chauffage de 100 € concernera à la fois celles et ceux qui se chauffent à l'électricité, qui se chauffent au gaz ou qui se chauffent au mazout. Comme tout le monde a un compteur d'électricité, tout le monde a une facture d'électricité. Nous avons voulu passer par cette facture d'électricité pour octroyer cette prime, ce chèque de 100 € de manière la plus rapide et la plus efficace possible. Le gouvernement a aussi décidé de prolonger le tarif social jusqu'à la fin du mois de juin et il s'est aussi mis d'accord
sur la baisse de la TVA de 21 à 6% sur l'électricité. Une décision temporaire qui sera d'application entre mars et juin. Enfin, la troisième mesure, c'est une réduction de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale. Les ménages qui gagnent moins de 82 000 euros bruts par an et les personnes isolées qui gagnent moins de 41 000 euros bruts verront leur impôt diminuer et leur pouvoir d'achat augmenter. Au total, ces aides cumulées devraient permettre de réduire la facture annuelle de 265 euros par ménage. Bon, avant d'écouter la réaction et les conseils de Jacques Frépon, une réaction peut-être en plateau sur cet accord. Jean-Noël. Moi, personnellement, je trouve que donner 100 euros à tout le monde, c'est à la fois beaucoup trop et pas suffisant. C'est beaucoup trop pour ceux qui n'en ont pas besoin, il y en a quand même beaucoup. Et c'est absolument pas suffisant pour les personnes les plus modestes. Ok, vous auriez fait quoi? Alors, donner plus aux gens qui en ont vraiment besoin et ne rien donner du tout à ceux qui n'en ont pas besoin. Et augmenter encore le coût de l'énergie. C'est une opportunité écologique, ça. Et dans la transition énergétique, c'est une opportunité. Ok, donc augmenter le coût de l'énergie, ça va aider à sensibiliser les gens à mieux consommer? Ah oui, à consommer moins et à mieux consommer, bien sûr. Ouais. Ok. Une réaction? C'est une mesure de court terme, je veux dire, qui est sans doute nécessaire pour pas mal de gens. Maintenant, ça démontre aussi, me semble-t-il, que des mesures de plus long terme auraient pu être déjà prises il y a très longtemps. Ça fait quand même très longtemps qu'on parle d'isoler les bâtiments pour pouvoir consommer moins. Voilà, si on était plus dans cette voie-là déjà depuis un certain temps, on aurait beaucoup moins à devoir subir les coûts de l'énergie qui flambent actuellement. Gauthier, ça suffit plus de mettre une rustine? Il faut accélérer? Ben voilà, donc c'est vrai qu'ici, c'est très important, hein, donc pouvoir accompagner les ménages qui sont en difficulté, certainement les plus précarisés, ça je pense que c'est important. Probablement qu'ici, forcément, on est dans un compromis, d'un arbitrage politique sur lequel, qui n'est pas de notre ressort. Par contre, à notre niveau, effectivement, je crois que la question, c'est, je vous parlais tantôt d'anticipation. Je crois que nous, on œuvre à des réflexions qui sont liées à réduire ses consommations, mais aussi décarboner en fait l'énergie qu'on consomme. On y reviendra aussi sans doute. Bien sûr. Et donc, cette décarbonation, ça veut dire aussi, forcément, on importe énormément. Donc on est très tributaire, et si on regarde historiquement, j'étais pas très grand, mais 79, 2008, il y a eu déjà des grosses crises, et en fait les questions de même genre se sont posées. Déjà, Et donc je crois que là il y a un travail, nous on est en tout cas dans ce que nous on fait, qu'on peut apporter, on a un travail de fond, qui est effectivement d'essayer de décarboner cette énergie qu'on consomme. Et Silvio, vous, au quotidien, vous essayez de sensibiliser les gens sans qu'ils y voient que l'aspect commercial. Parce que c'est ça la crainte aussi, c'est que même si vous en êtes convaincu, les gens voient d'abord la dépense que vous leur annoncez. Hein? Bien sûr, effectivement. C'est ça, quoi. Effectivement, je suis convaincu que donc c'est rentable, même si on n'a pas forcément, on va dire, les finances directement. Il y a des solutions. C'est ça. À la limite, c'est à vous de leur prouver, de leur faire les calculs pour leur montrer que par rapport à leur facture. C'est vraiment ça. Mais donc, c'est vraiment ce que je constate en fait quand les gens voient le tableau d'amortissement qu'on prépare chaque devis. Les gens disent mais oui, mais en fait il n'y a pas photo. C'est évident, quoi. Comment ça se fait que je n'y ai pas pensé plus tôt? Pourquoi je ne me suis pas renseigné plus tôt? Je voulais rebondir aussi sur ce que disait Gauthier tantôt. Donc je suis tout à fait d'accord avec Gauthier sur l'accompagnement des ménages, parce que certains ménages ne savent pas trop bien quoi faire pour réduire leurs coûts. Exactement comme disait M. Tillemans. Donc au plus l'énergie est chère, au plus on va faire attention. Oui, c'est super important, mais cet accompagnement est très important pour les ménages, parce qu'ils ne savent pas forcément comment faire. Et donc là, il y a des entités qui sont là pour les aider. Et je mettrai aussi vraiment l'accent sur les personnes âgées, parce que celles-là sont, je trouve qu'elles sont fort délaissées aujourd'hui. Franchement, ça me fait mal de voir des ménages, des personnes âgées qui sont là, qui ont déjà du mal à utiliser un smartphone, dans une situation qu'on connaît aujourd'hui, avec une énergie qui est super chère et un coût de la vie qui augmente tout le temps. Mais il ne faut pas laisser tomber, quoi. Il faut vraiment aller aussi vers ces gens-là, je trouve, quoi. Jacques Frépon, vous êtes avec nous ce matin à distance. Le guichet énergie Wallonie-Namur, ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? Est-ce que vous pouvez nous aider et nous aiguiller ce matin, justement, pour informer nos téléspectateurs sur le comment mieux consommer? Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, nous, la raison d'être du guichet énergie, donc c'est vraiment
faire la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, donc voir comment le citoyen, dans son bâtiment, va pouvoir améliorer les choses et diminuer sa consommation d'énergie. Alors 3 points peut-être, 1, 2, 3, comment on fait pour diminuer sa consommation d'énergie? Je dirais 1, 2, 3, oui. Donc c'est vraiment du cas par cas, du conseil au cas par cas, conseil gratuit et neutre. Le principal, c'est l'isolation. Donc ça, effectivement, je pense que tout le monde s'accordera sur cela. Oui. Donc, le fait d'avoir un bâtiment isolé fera en sorte qu'on va tout simplement consommer moins d'énergie. Okay. Après, c'est peut-être aussi consommer mieux. J'ai entendu parler de décarboner l'énergie. Là, c'est quelque chose aussi qu'on met en avant et qui sait se faire, qui peut se faire. Concrètement, ça veut dire quoi, décarboner l'énergie pour nos téléspectateurs, Jacques? C'est augmenter la part d'énergie renouvelable, donc dans tout le mix énergétique que l'on consomme. Et le 3e point? Et le 3e point, c'est vraiment aussi aider les gens et les accompagner, notamment au niveau, j'ai entendu parler de problèmes peut-être au niveau social, donc le coût de l'énergie n'a pas le même impact sur chaque ménage naturellement, et donc la région wallonne, la Wallonie, a vraiment tout un service d'outils, je vais dire, qui va permettre d'accompagner sur base de conseils, mais également vraiment de façon très pratique le citoyen, qu'il ait un revenu important ou pas. Donc je pense notamment à tout le régime des primes qui permettront d'améliorer son bâtiment, qui peuvent être accompagnés, primes qui peuvent être accompagnées de prêts, donc de l'argent prêté par la région wallonne via la Société wallonne du crédit social, où là, il y a vraiment moyen d'améliorer les choses. Merci Jacques. Une réaction, Jean-Noël. Vous avez de l'expérience, vous avez visiblement énormément de bon sens et vous êtes sensibilisé aujourd'hui sur cette question de la transition écologique. Qu'est-ce qu'on rajoute à ce qu'a dit Jacques? Qu'est-ce que vous diriez aux gens aujourd'hui pour qu'ils aient votre déclic? Mais ils doivent penser, quasiment tous les Belges sont des parents ou des grands-parents, ou ils le deviendront un jour. Et il faut penser à nos enfants et à nos petits-enfants, parce que si on ne change pas radicalement notre façon de faire, nos enfants vont beaucoup souffrir et nos petits-enfants encore plus. Oui. Et ça, je pense que c'est motivant d'y penser. On peut voir à long terme parce qu'on a une famille derrière nous. Et c'est ça qui doit nous motiver. Personnellement, c'est surtout ça qui m'a motivé. D'accord. Et puis une autre réflexion, quand j'entendais parler de décarboner l'énergie, on oublie le nucléaire. Alors je suis écolo, j'adore l'environnement, la nature, mais l'énergie nucléaire, même si elle fait peur, au moins elle n'émet pas de carbone. Donc à court terme, à moyen terme, jusque 2030 certainement, c'est une solution qu'il ne faut pas négliger. On est occupé à fermer des centrales. C'est une aberration totale. Mmh. La Belgique se relance, Namur plus particulièrement cette semaine. À votre avis, Patrick, peut-être, elle va passer par quoi, cette province de Namur qui se relance, qui redémarre, qui accélère? Je pense que, on parle énormément de réchauffement climatique et voilà, la province de Namur n'est pas une île au milieu de nulle part. La province de Namur fait partie de la Belgique, qui fait partie de l'Europe, qui fait partie du monde. Et je pense qu'on doit tous se sentir concernés par ces enjeux-là. Mm-hmm. Quand tu disais on doit penser à nos enfants, nos petits-enfants, on a encore tendance à s'imaginer que les effets du réchauffement climatique, c'est pour dans bien longtemps. Pour les autres. Je pense qu'ici, au mois de juillet, il y en a en Belgique qui ont subi les effets de ce réchauffement climatique très, très sévèrement et qui le subissent encore. Et je pense que, voilà, c'est une chose, et on va connaître d'autres, des canicules en été. Oui. Je pense que nous allons, même si j'ai passé l'âge de 50 ans, moi, je crains très fort que je vais déjà, y compris mes enfants, mes petits-enfants, bien sûr, oui, qui le subiront sans doute d'autant plus si on ne fait rien. Mais on va déjà, nous aussi, connaître d'année en année des événements climatiques de plus en plus extrêmes et beaucoup de problèmes qui sont liés à ça. Est-ce que finalement, c'est pas humain, comme un enfant à qui on dit de ne pas jouer avec le feu parce qu'il va se brûler? C'est seulement
quand il se sera brûlé, qu'il arrêtera vraiment d'y toucher. On est lent à la détente, j'ai envie de dire. On met du temps à réaliser les choses. Pourtant, on nous les dit. Vous les dites, vous parlez de ces sujets depuis combien de temps, Gauthier? Nous, on existe depuis 60 ans, donc je n'y étais pas. Oui, mais, mais donc effectivement, je crois que... On n'en parlait pas bien au début. La question de... Enfin voilà, comme vous dites, ça c'est... Est-ce que c'était du chinois au début quand on l'expliquait ? Tant que la réalité n'est pas tangible, je pense que c'est complexe. Je pense que même pour des gens comme chez nous, qui sont des gens... Enfin, je parle de mes collaborateurs qui sont... qui ont beaucoup de compétences dans ces différents domaines, c'est pas toujours évident de faire le lien entre la réalité et puis ces concepts-là. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a effectivement, enfin voilà, on parle de signal prix, on parle de moi quelque chose personnellement qui me touche beaucoup et qui me motive beaucoup par rapport à ce dans quoi je suis, c'est la question de la biodiversité en fait. Encore la semaine dernière, on avait un article, je pense que c'est le directeur du Muséum des sciences naturelles à Paris qui parlait de la 6e extinction des espèces. Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du domaine, mais depuis longtemps, je pense qu'on est à la COP, la COP 15. Biodiversité a été reportée depuis 2 ans à plusieurs reprises pour des raisons, les raisons de Covid. Ouais. C'est vraiment... alors, on n'est pas encore dans cet écroulement, mais on a, d'après ces scientifiques, on a tous les paramètres sont présents. Ouais. Et moi, une image que j'ai en tête, alors ça ne parle peut-être pas de la même façon à tout le monde, mais quand on était petit et qu'on se déplaçait en voiture, on avait... des moustiques et des mouches qui étaient écrasées sur le pare-brise. En fait. Ouais. Aujourd'hui, on n'a plus ça, en fait. Donc, il y a vraiment... Donc, ça aussi, c'est une autre réalité. Ça nous touche de moins près que les dramatiques inondations de cet été, mais on y est. C'est-à-dire que... Voilà, moi, j'ai un administrateur qui est très connu, qui est Jean-Pascal Van Yperseel. Mm-hmm. J'étais dans ma voiture et puis j'entendais une émission... je crois que c'était à la radio, peu importe. Et... j'ai senti un moment dans le studio, il y avait une espèce d'émotion. Et alors, ils interrogeaient les personnes qui étaient présentes. Et ces gens disaient, mais en fait, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans qu'on dit ça. Oui. Donc, voilà, donc ça, c'est toute la complexité, effectivement, de nos métiers. Donc, ça veut dire, on est d'accord pour dire que ces sujets, et ce sujet qu'on aborde aujourd'hui, on l'aborde beaucoup plus facilement, finalement. On a l'air d'être beaucoup plus conscient, et cette crise, si elle a bien un avantage, en tout cas, on n'en est pas encore sorti, c'est qu'elle a vraiment fait prendre conscience aux gens que c'était du sérieux, quoi. C'est ça, Silvio? Vous le sentez dans les gens que vous rencontrez au quotidien? Oui, tout à fait. Ce que je trouve, moi, c'est que c'est vraiment les inondations, donc ce phénomène-là qui fait prendre vraiment conscience. Comme tout le monde dit sur ce plateau... Il faut qu'il y ait un drame, quoi. Oui, mais justement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez tantôt. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et je pense que l'être humain est comme ça, en fait. Ça fait partie de nos défauts. Mais il faut le reconnaître. C'est seulement quand l'être humain est devant le gouffre que là, effectivement, il est capable de tout. Et de miracles. Donc, il est prêt au changement radical, mais seulement quand il est devant le gouffre. Devant le fait accompli, vraiment. Donc aujourd'hui, on est dans notre confort, dans notre vie, et on a du mal à accepter certaines choses qu'on voit, on les voit, on voit ce qui se passe depuis longtemps, ce qui va arriver. Alors, pourquoi on n'a pas changé? Pourquoi on n'a pas changé déjà avant? Pourquoi on n'a pas fait d'autres choses de manière beaucoup plus forte que maintenant? Oui, psychologiquement, on n'était pas prêt, mais pas techniquement. Psychologiquement, on n'était peut-être pas prêt. Jacques Frépon, dans votre guichet énergie, vous êtes confronté aux particuliers, au quotidien. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous percevez aujourd'hui? Mais effectivement, les gens, donc, comme on le disait, les inondations, ça a vraiment été quelque chose de très visible et de très concret au niveau un petit peu des dérèglements climatiques. Donc nous, les premiers réflexes, comme on le disait, on va tabler et on va miser sur l'isolation. Maintenant, effectivement, les gens sont vraiment prêts à s'orienter vers une transition écologique et donc à avoir des énergies moins polluantes et surtout à isoler mieux leur bâtiment, quoi. Oui, c'est ça, on y revient toujours. Patrick, en préparant cette émission, vous me disiez, vous échangiez sur la problématique des matières premières de vos produits qui viennent malheureusement souvent du bout du monde. Oui. Ces produits ils sont innovants, il n'y a rien en Europe?
Malheureusement, c'est vrai que dans le concept que j'ai lancé, à savoir tout ce qui est micro-mobilité électrique, il n'y a absolument aucun produit qui est fabriqué en Europe actuellement. Tout vient d'Asie et principalement de Chine. Alors, ce qui est intéressant, c'est un peu contrariant par rapport à parce que votre démarche, l'ambition de départ. Exactement. Maintenant, voilà, quelqu'un qui va investir dans un engin électrique, fût-il produit en Chine, et qui va de cette manière-là remplacer certains déplacements en voiture en adoptant ce type de mobilité, je pense que la balance, je n'ai pas fait l'étude précise, mais je pense que la balance restera tout à fait positive. Mais là, il y a des choses à faire effectivement, et c'est dans tous les domaines. On s'est rendu compte avec la problématique des masques il y a 1 an et demi que... Il n'y a absolument personne qui était capable de faire des masques, qu'on dépendait de la Chine pour pouvoir avoir des masques. On s'est retrouvé en pleine pandémie sans pouvoir avoir de masques. Même question que celle que j'ai posée à Jean-Noël il y a quelques minutes. Votre déclic à vous, je veux dire, aujourd'hui, on parle de relance, on parle de redémarrage de l'économie, d'évolution, de prise de conscience. Votre déclic à vous, il est arrivé comment ? Il était plutôt perso à la base ? C'est une sensibilité que j'ai depuis longtemps. Voilà, je veux dire, chacun a sa manière de voir les choses. Moi, je sens depuis très longtemps, depuis 20-30 ans, qu'effectivement, parce qu'on en parle et parce qu'on voit qu'effectivement, il y a des changements qui sont en train de se mettre en place, qu'à partir du moment où on a des enfants, on pense à eux aussi, on pense aux générations futures. J'ai pas eu un déclic précis à un moment donné, mais plus on avance et plus on en parle et plus je suis, comme beaucoup d'autres gens, sensibilisé à la question. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment un accompagnement à faire dans le sens où il faut pouvoir lier les comportements et ce qu'on doit s'attendre en termes de changement climatique, mais aussi apporter des solutions. Mais ce qui est dingue aujourd'hui, c'est que là, vous êtes en train de dire que ça fait 20-30 ans que quand même ça vous turlupine. Vous aussi, Jean-Noël, ça fait quand même longtemps que ça fait son chemin. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout s'accélère, où tout va très très vite. Eh ben, nous, on continue à prendre notre temps et à mettre 20 ans pour changer nos habitudes, en fait. C'est ça ? C'est l'inertie humaine. L'homme est capable d'aller très très vite et d'innover de façon géniale. Et puis il est quand même ancré dans ses habitudes, attaché à ses traditions, à ses privilèges. Et voilà, ça c'est la nature humaine. C'est incroyable. On fait une petite pause. Dans cette émission, on se retrouve pour la 3e partie. On va parler notamment de fierté d'être belge. À tout de suite. La Belgique se relance et la province de Namur surtout toute cette semaine. On est en plateau ce matin. On va commencer cette 3e partie avec un mot de Jean-Noël qu'on a rencontré. On l'écoute. Oui, on est fiers d'être belge et d'être une entreprise dynamique en Belgique. Alors on pourrait mettre un petit drapeau belge pour exprimer cette fierté sur tous les emballages. Je pense qu'on l'a fait à un certain moment. Et puis tout de suite, quand on va en France, par exemple, le fait d'être belge n'est pas un inconvénient, mais certainement pas un atout non plus. Certainement pas un atout non plus, n'est-ce pas ? Donc sur vos boîtes que vous commercialisez, je m'étonnais au début qu'il n'y ait pas le gros drapeau belge par fierté. Ça pourrait être le cas en Belgique, mais ça ne marcherait pas ailleurs. Pas nécessairement, ça dépend des pays. La Belgique est quand même plutôt bien vue mondialement. Et puis il se fait que notre plus gros client à l'international, notre plus grand marché, notre 2e plus grand marché, c'est la France. Et en France, être belge, c'est sympa. Mais ce n'est pas nécessairement une valeur exceptionnelle. Allez, on se projette dans la 3e partie de cette émission. On parle de demain. Vous voyez où ? Vous voyez les choses comment, vous, dans 5 ans, dans 10 ans ? On a parlé de transition écologique, énergétique aussi ce matin. Silvio, il faut, d'après vous, complètement changer la donne ? Il faut aller plus loin pour avancer ? Oui, clairement, il est temps, je pense, que le politique aussi s'en mêle. Bon, pour ça, il faut qu'il ait, on va dire, les possibilités de le faire, je suppose, mais en tout cas, on ne doit plus mettre l'accent sur l'argent, mais plutôt sur le climat, sur les priorités de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est possible, ça, par rapport à l'équilibre de notre société aujourd'hui ? Alors ça, moi, je ne sais pas répondre à cette question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on ne doit plus se poser la question si c'est possible économiquement. De toute façon, cette question-là, que je viens de poser, elle va se poser tôt ou tard. C'est inévitable. Donc, cette question, il faudrait plus la poser, de se dire, est-ce que c'est possible économiquement ? De toute façon, on va vers ça et on n'aura pas le choix à un moment donné. Alors, autant prendre le taureau par les cornes tout de suite et y aller. Gauthier ?
Oui, donc c'est une excellente question. Je crois que, moi j'ai envie de revenir sur... donc nous on a fait il y a quelques années une étude, la Belgique 100% renouvelable en 2050. Oui. Et ça montrait, alors il y a toute une série de scénarios, mais en consacrant 2% du PIB, on pouvait arriver à cet objectif. Donc oui, il y a moyen. Je pense C'était réaliste, quoi. Alors oui, donc suivant les différents scénarios qu'on a pu analyser, moi j'ai envie de revenir sur la question des bâtiments. Oui. Donc effectivement, je crois, et je partage ce qui a été évoqué tout à l'heure, les solutions techniques pour le bâtiment, en fait, on les connaît. Le problème principal, c'est effectivement les moyens de financement. Donc le coût gigantesque que va représenter le fait de rénover ce bâtiment. Mais dans le plan de relance, il y a tout ça. Alors, oui, donc effectivement, mais donc ça reste quand même un défi colossal que de savoir comment on va financer cet aspect-là. Oui. Sur l'aspect des questions de mobilité, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, notre job, c'est effectivement d'essayer plutôt de réduire la demande. Donc là, je découvre ici sur le plateau mon collègue. Mais donc effectivement, là, il y a des enjeux quand on parle en tout cas de la mobilité individuelle, de la mobilité routière. Il y a deux grandes écoles. Il y a l'école hydrogène, avec tous les enjeux liés à le développement d'un réseau d'hydrogène, qui est une technologie nouvelle qui devrait se mettre en place. Et vous avez d'un autre côté les batteries électrochimiques. Oui. Et probablement toute une série de questions de fond qui vont se poser sur la question du réseau électrique. Donc là, je disais, nous, on est plutôt dans une approche de réduire la demande, d'apaiser effectivement la demande et de limiter cette consommation de mobilité. Un domaine dont on parle peu, et vous parliez tout à l'heure de fierté, un domaine dont on parle plus rarement, c'est le domaine industriel. Dans ce domaine-là, il y a des grandes questions. Donc il y a des grandes questions qui subsistent. On a fait aussi les roadmaps 2050 de toute une série de fédérations industrielles, notamment nous en Wallonie, pour savoir comment on pouvait effectivement décarboner ces filières industrielles. Il faut savoir que les industriels, ils ont besoin de température. Donc, si vous voulez faire fondre de l'acier, il vous faut de la chaleur à haute température. Si vous voulez avoir un four à 1200 ou à 1500 degrés, vous devez avoir une énergie. Et là, on n'a pas les réponses par rapport à comment on peut décarboner. Et donc, personne ne travaille dessus. Alors justement, c'est là qu'il y a des enjeux énormes pour moi. On a des filières. Donc nous, en fait, on est en train aujourd'hui de réfléchir et on a certains partenaires. On voudrait bien montrer des projets de recherche. Enfin, on a plein d'idées. On en parlera peut-être en détail une autre fois. Mais c'est d'avoir une énergie carbonée, mais circulaire. Ouais. On a des acteurs comme John Cockerill qui produisent des électrolyseurs de grande puissance. Et on peut au départ, si on a de l'électricité renouvelable, donc de l'électricité décarbonée en grande quantité, on utilise l'électrolyseur, on peut avoir de l'hydrogène qui sort des électrolyseurs, on peut soit, là on a de nouveau plusieurs scénarios, on peut soit directement les utiliser pour la combustion. Ça ne résout pas tous les problèmes des industriels. Par contre, si on fait derrière une méthanisation, vous avez un processus qui en plus est exothermique, qui a un rendement relativement correct, qui est de l'ordre de 83%, et vous obtenez un gaz de synthèse, un méthane de synthèse. Mais là, on parle de quand ? On parle de demain ? On parle d'aujourd'hui ? On parle de la fierté de nos industries wallonnes qui ont des projets plein la tête, qui ont besoin d'un cadre effectivement institutionnel pour pouvoir développer ça. Et le plan de relance, on les a pas vus ? C'est pas de la science-fiction en tout cas. Oui, c'est ça. Et donc nous, on dit que là, il y a un truc à saisir. Ok, mais dans les 85 projets du plan de relance de Thomas Dermine, ils sont pas dedans ? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas vous répondre. Oui, c'est intéressant. Comment vous voyez, Patrick, vous voyez où demain, dans 5 ans, dans 10 ans ? En tout cas, je pense que j'ai misé, on va dire, sur un domaine qui a le vent en poupe. La demande est là, la demande est de plus en plus forte. Et plus les prix de l'énergie vont monter, plus les gens vont se rendre compte que faire... Jean-Noël dit oui. Hein. Jean-Noël est pour la hausse des prix de l'énergie. Hein. Je ne vais pas dire que je suis pour, parce qu'à court terme, ça peut poser pas mal de problèmes à pas mal de gens. Mais effectivement, si on ne sait pas enrayer ça, ça va favoriser des changements de comportement. Quand je dis changement de comportement, prendre sa voiture pour faire parfois moins d'1 kilomètre, voilà, ça pose question. Il ne faut même pas en principe de trottinette électrique, hein, il suffit de marcher. Est-ce qu'on est d'accord que la transition écologique, la transition énergétique, elle va passer par l'électrification de nombreux usages ? Jean-Noël ? Vous êtes convaincu de ça ? Oui, parce que l'électricité, on la produit de façon renouvelable, avec du photovoltaïque, de l'éolien, et l'électricité verte, renouvelable, eh bien, elle n'est pas nuisible. En tout cas, elle ne participe pas du tout au réchauffement climatique. Oui. J'ai une réflexion... à propos de l'objectif 2050, économie décarbonée, c'est un objectif de l'accord de Paris. C'est beaucoup trop tard et c'est beaucoup trop loin. Si on continue à émettre du CO2 comme on le fait aujourd'hui,
En 2027, la température se sera réchauffée d'1,5 degré par rapport à 1900. Aujourd'hui, on est à 1,2 degré. À 1,5 degré, les climatologues nous promettent l'apocalypse. Bien pire que les inondations de juillet, bien pire que tout ce qu'on a connu dans le monde en 2021. Donc, il y a urgence, il faut agir très vite. On avait un objectif économique, d'être une entreprise bien positionnée sur le marché européen dans notre métier, les médications à base de plantes, en 2030. Vous voulez être numéro 1 ? On voulait. Ça ne nous intéresse plus. Notre objectif aujourd'hui, il est d'atteindre la neutralité carbone en 2027. De produire bien. Oui, et de se comporter bien et de changer complètement nos pratiques et surtout notre bilan énergétique. Et est-ce que ça peut payer ça aussi, du coup, pour devenir numéro 1 ? Peut-être, mais c'est même pas l'objectif. Il faudra encore le faire savoir. C'est peut-être un avantage collatéral. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on aura entrepris ces changements que j'appelle vertueux, moi, je me sentirai très à l'aise pour aller frapper à la porte des politiciens qui nous gouvernent et de leur dire, les gars, il y a urgence et voilà ce que vous devez faire. Aujourd'hui, je ne suis pas légitime. Je compte l'être bientôt. Oui. Gauthier, ça vous fait quoi quand vous entendez ça ? Moi, je peux qu'encourager. Donc, nous, on est effectivement dans l'accompagnement, comme je vous ai dit. Et donc, je crois qu'il faut pouvoir aller de l'avant. Et l'électrification sur l'électrification, oui, nous, ça fait longtemps qu'on le dit, clairement. Jean-Noël, qu'est-ce qu'on dit aux chefs d'entreprise qui, comme vous, qui sont peut-être un pas avant vous, qui n'ont pas eu ce déclic et qui ne pensent qu'à l'investissement que ça représente ? Parce que vous l'avez considéré, cet investissement, pour aller de l'avant et pour engager cette transition écologique, ça coûte. C'est un investissement pour la vie, en fait. Et la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. La vie, la santé, les hommes, l'humanité. Ça, ce sont vraiment des choses importantes. C'est beaucoup plus important que l'argent, c'est beaucoup plus important que la performance technique. Donc, je pense qu'il est temps de voir les choses vraiment importantes. Oui, on est d'accord avec ça, Silvio ? Tout à fait. Notre société va vraiment devoir s'adapter. Et finalement, ça démarre déjà à l'école. Donc de préparer les enfants à se dire, voilà, il y a effectivement le travail, les études, c'est important, mais l'humain est très important. Il va falloir se recadrer vers l'humain plutôt que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, les performances. Oui. Patrick, est-ce que vous observiez un petit peu ce qui se passait dans d'autres pays avant de vous lancer dans cette aventure de Freemove ? Oui, bien sûr. La micromobilité, on en parle depuis très peu de temps. Depuis 4-5 ans, un tout petit peu plus peut-être en France. C'est en France que ça s'est le plus vite développé. Donc, j'ai pris le temps de bien étudier le domaine que je ne connaissais pas. Moi, je provenais d'un tout autre domaine qui était le chauffage, que j'ai fait pendant pas loin de 20 ans. Et donc, j'ai été sensibilisé aussi par tout ce qui est aspect énergie par le biais de chauffage de bâtiments. Et effectivement, j'ai pris à peu près 1 an pour étudier la question des solutions alternatives en matière de mobilité et en particulier de la micromobilité. Et la micromobilité, moi j'ai vu ça vraiment comme un moyen de favoriser très fortement d'autres types de déplacements, pas seulement pour les petits déplacements, mais pour les longs déplacements, les gens qui prennent systématiquement leur voiture pour faire quelques dizaines de kilomètres pour aller travailler, qui ne prennent pas le train parce que la gare est peut-être à 3 km de leur lieu de travail et qu'il faudrait peut-être 3 quarts d'heure pour le faire en bus. Avec une trottinette électrique qu'ils emportent dans le train, ils savent tout à fait prendre le train et faire la liaison jusqu'à leur travail. Donc, ils peuvent laisser tomber la voiture pour ce type de trajet-là. Bon, seul truc, tout le monde n'est pas habile non plus, ou agile. Voilà, je veux dire que la plupart des gens peuvent monter sur une trottinette électrique, une gyroroue, là ça demande un petit apprentissage, c'est pas plus compliqué non plus en définitive, mais ça demande un petit apprentissage. Mais j'ai tendance à dire que c'est pas plus difficile que le vélo on a dû l'apprendre aussi. Donc voilà, mais allez, c'est quelque chose qui s'est pas mal développé en France, qui continue à se développer, et je pense qu'on est le 2e pays où ça se développe le plus actuellement. Donc moi, je vois l'avenir très sereinement. C'est ça. Et la manière dont moi j'ai lancé cette boutique, c'est de le faire peut-être un peu à contre-courant de la majorité, à savoir que si vous vouliez acheter une trottinette électrique, quasiment les seules solutions que vous aviez, c'était la grande distribution, y compris les grandes enseignes électroménagers, ou des sites de vente en ligne. Moi, voilà, j'ai une boutique. Là, il y a du conseil. Physique. Je ne fais pas de la vente en ligne, j'apporte le conseil, j'apporte l'expertise et j'apporte aussi tout l'aspect service après-vente. Ça demande ces engins-là, à un moment donné, un peu d'entretien, des réparations éventuellement, des choses comme ça. Et je sens qu'il y a aussi là un retour de pas mal de gens qui
Voilà, on pense que tout le monde maintenant achète en ligne et ne veut plus de boutique physique. Je peux vous dire que des gens font parfois 100 km pour venir chez moi parce qu'ils recherchent justement ce conseil, ce service. Un échange. Même question autour de la table. Quelle est votre ouverture par rapport aux autres pays? Qui fait quoi? Est-ce que vous observez ce qui se passe ailleurs? Jean-Noël, vous surveillez la France. Vos concurrents, ils sont où? Partout en Europe, surtout France et Allemagne, qui sont les deux marchés les plus importants. Je ne sais pas ce que nos concurrents ou ce que les autres entreprises pharmaceutiques entreprennent pour sauvegarder la planète par rapport à la menace climatique. Pas grand-chose, à mon avis. Mais je ne l'ai pas étudié, je ne l'ai pas observé, donc je ne peux pas dire. Gauthier, est-ce que... Oui, disons que ce qu'il y a, c'est que moi, ce facteur humain, je trouve très important, parce qu'à un moment, effectivement, on fait des choses pour les gens. Et nous, dans nos réflexions, je l'évoquais en début d'émission, on est un petit peu dans une réflexion d'entrepreneuriat alternatif. On n'est pas une coopérative. Mais l'idée d'une coopérative, c'est que les collaborateurs mettent des billes en fait, pour être intéressés en fait, à ce que la société, aux préoccupations de la société. Nous, on gère un bien commun. Donc, on a hérité d'un bien commun que nos pères avaient mis en place. Oui. On espère le gérer en bon père, en bonne mère de famille, et pour pouvoir le léguer à nos successeurs. Et on a des collaborateurs qui sont dans l'Assemblée générale, dans le conseil d'administration, qui vont d'ailleurs élire la direction générale. Et donc c'est une façon d'impliquer vraiment les collaborateurs dans le dessin en fait, de l'organisation. Ça, c'est le côté institutionnel. Et du côté vraiment managérial, là aussi, on a mis en place, on est en train d'expérimenter, d'essayer de mettre en place une technologie de management qui s'appelle Holacracy, mais peu importe, qui est de nouveau d'identifier les responsabilités, très clairement, d'être assez explicite sur le mode de fonctionnement. Okay. Et ça, je pense que c'est un pari qu'on fait, c'est un investissement qu'on fait aussi. Je crois que c'est... Alors nous, on veut être aussi cohérent par rapport à notre capacité. C'est un type de management qui est assez organique, donc qui est dans une logique d'être dynamique, de pouvoir, vous parliez tout à l'heure à la pause, je pense, de cette évolution, de capacité dans une société qui va très très vite de pouvoir évoluer. Les sociétés, les organisations doivent pouvoir évoluer pour pouvoir, en tout cas, a fortiori nous, on est censé prêcher ou en tout cas apporter des motivations de transition, de changement. Il faut une certaine cohérence et là on a besoin, je pense, d'impliquer les gens en fait. Donc ça, nous, c'est ce qu'on essaie de faire à notre échelle. C'est intéressant parce que au fil des semaines, dans ce projet d'émission La Belgique se relance, c'est ce mot humain, ce recentrage autour de l'humain, il est revenu beaucoup. Comme si cette crise finalement, en tout cas, elle nous avait fait ce bien-là. En tout cas, c'est de nous reconnecter entre nous et de nous rappeler à quel point ce lien, ces échanges, cette connexion entre hommes avec un grand H, elle est primordiale finalement et on l'oublie tellement ça va vite. Et est-ce que vous parlez d'une forme de management? Est-ce que ça peut être le cas chez vous? J'imagine que la RSE, la responsabilité sociétale, elle doit forcément être au cœur de votre management. Vous évoquiez quand on s'est rencontrés que et si, même si la relève est assurée, que les fistons sont là derrière, et si un jour ça devait se passer autrement, vous opteriez pour peut-être en tout cas donner l'occasion à vos collaborateurs d'être intégrés dans l'entreprise. C'est un scénario que j'envisage. On est une entreprise familiale. Si un jour ma famille ne souhaite pas continuer à porter le projet de l'entreprise, je le transmettrai à tous les employés de l'entreprise qui pourraient en être propriétaires. Je trouve que c'est une très belle solution et ça me plairait bien s'il s'avérait que l'entreprise ne peut pas rester une entreprise familiale. Donc je suis très confiant. Très très confiant. Mais je crois vraiment que pour reparler du réchauffement climatique, de la menace climatique, il y a une vraie urgence. L'humanité risque de disparaître. Soit de disparaître complètement, soit de se scinder entre une grande majorité de gens qui vont être condamnés à mort. C'est tous les gens qui n'auront pas les moyens de survivre. Et puis une poignée de personnes qui ont des grands moyens et qui se barricaderont pour vivre dans des petits îlots. Vraiment un scénario de film d'horreur comme on a pu en voir déjà beaucoup. Ça peut arriver et il faut éviter ça. Un film de science-fiction même. Oui, complètement. Eh bien, ça risque de devenir la réalité de demain. Et ça peut aller très vite. Donc il faut éviter ça, il faut tout faire. Et on n'a pas le choix. Mais si on terminait justement sur ces mots, il nous reste 2 minutes, parce que vous le dites avec presque tellement d'élégance qu'on a l'impression que c'est léger, que c'est pas grave.
Hein. C'est ça. Est-ce que c'est ça notre problème? C'est qu'on n'arrive pas à se dire, et c'est pour ça qu'on a traîné à le réaliser. Hein. Vous l'avez complètement réalisé, vous l'avez tellement digéré que maintenant vous le dites avec le sourire, alors ce que vous dites est tellement grave. Et on peut terminer là-dessus. Est-ce que vous pensez que sur cette transition écologique, il est clair qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience? La prise de conscience doit aller encore plus loin, Silvio? Oui, donc en fait on doit continuer cette prise de conscience, je crois qu'elle est là maintenant, et c'est très grave ce qui se passe, mais il faut rester positif. Moi j'ai envie de croire à tout ce qui va arriver, et peut-être que quelqu'un va sortir une idée formidable pour arranger tout ça. Ben oui, il faut y croire, absolument, on n'a pas le choix. Donc je préfère garder ce côté positif, et pas me dire on doit absolument arriver à ça, on va pas y arriver. Non, je préfère regarder tout ce que je peux faire aujourd'hui, demain, après-demain, un pas devant l'autre, pour faire du mieux que je peux. Et après, on verra bien ce qui va se passer, j'espère. Mais il faut un peu de vision quand même. Patrick, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux gens? Je pense que le mouvement est en marche et il y a de plus en plus de prise de conscience. Maintenant, plus de gens en parleront, comme c'est le cas dans le cadre de cette émission, et plus peut-être ça percutera dans l'esprit de certains de se dire oui, il y a un vrai problème et on est tous acteurs de la société dans laquelle on vit. Et tous, à notre niveau, on peut participer à cette transition, que ce soit en matière de mobilité, que ce soit en matière de chauffage et d'isolation des bâtiments, que ce soit en matière de consommation, parce qu'on est quand même dans une société de la surconsommation. On parlait d'argent tout à l'heure. L'argent permet de consommer, mais on est surtout en train de surconsommer dans nos pays en tout cas. Et là, je pense que voilà, il y a une vision des choses qui, pour moi, doit évoluer et c'est nécessaire si on veut préserver effectivement nos vies. Une bonne vie, on va dire, pour tout le monde et pour le plus long terme. Gauthier, mot de la fin? Oui, il faut garder espoir. Donc nous, on travaille là-dedans, dans ces domaines depuis tellement longtemps. Il y a tellement de choses à faire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est enthousiasmant. Il y a des développements techniques, il y a des opportunités économiques aussi vraiment très, très fortes. On a évoqué très rapidement tout à l'heure. Donc oui, vraiment, je crois que on ne peut pas ne pas garder espoir. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau échanger ce matin. Merci à vous de votre fidélité. On continue cette semaine, la Belgique se relance. Demain, on parlera construction avec des invités de qualité, toujours. À demain, à 10h, en direct. Bon après-midi.